Mais maintenant, ça c'est terminé quand on est adulte. Et on doit prendre la décision que c'est terminé. Fini la honte toxique qui nous fait nous cacher, fini l'auto-sabotage dès qu'on aimerait aller vers les choses qui nous nourrissent profondément et qui sont importantes pour nous. Fini de donner la priorité à tout le reste, sauf à ça, parce que ça nous permet de nous distraire et de rester dans notre zone familière. Je dis familière, hein, j'ai pas dit notre zone de confort, parce que pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas confortable du tout, cette zone-là. Ça, c'est terminé. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode sur l'auto-sabotage, véritablement un de mes sujets préférés, l'auto-sabotage, parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment un sujet pour lequel tout le monde essaye de craquer le code, de trouver la solution qui fait qu'on va enfin faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, tenir nos engagements envers nous-mêmes, tenir nos engagements envers les autres, arrêter de procrastiner, etc. Et pourtant, en 2024-2025, à l'heure où je vous parle, personne ne semble avoir trouvé la solution. Et je crois qu'en partie, c'est dû au fait qu'on tend à regarder au mauvais endroit. Et ce, de plusieurs façons. Déjà, on regarde à l'extérieur de nous au lieu de regarder à l'intérieur. Grand classique. Et ça, c'est un peu le niveau 0. Et puis, une fois, souvent que les personnes, elles ont compris qu'elles ne se sabotent pas à cause de telles circonstances extérieures ou de telles personnes sur qui elles remettent sans cesse la faute, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'elles se résolvent à prendre la responsabilité de leurs actions. Ok, c'est moi qui suis responsable. Et elles sont emportées dans le cycle de la honte. Et ça fait qu'au lieu de rester dans leur pouvoir, elles sont aspirées par l'impuissance. Et l'impuissance, c'est le trauma et c'est l'auto-sabotage. Donc nous voilà à nouveau à la case départ. Je crois qu'on ne regarde pas non plus au bon endroit parce qu'il n'y a pas un endroit où regarder, mais plusieurs. En réalité. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cet épisode. Je le ferai de façon sûrement non exhaustive, mais je vais essayer de le faire de la façon la plus complète possible. Déjà, je fais un point vocabulaire. Pour commencer, l'auto-sabotage n'existe pas. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Mais pour les besoins du sujet et parce qu'on comprend tous cette expression, je vais utiliser ce mot-là. L'auto-sabotage, c'est de l'auto-protection. On va le voir. Donc, sache que quand je dis auto-sabotage dans l'épisode, ce que je dis en réalité, c'est auto-protection. Ensuite, je pense que c'est bien de commencer par les signes de l'auto-sabotage. Comment savoir que je suis dans ce cycle-là, dans ce tourbillon-là ? De façon générale, c'est tout ce qui va te détourner de là où tu veux aller dans la vie. Ça, c'est l'auto-sabotage. Et quand je parle de là où tu veux aller, ce que j'entends, c'est là où la plus haute version de toi, ton self, la part intouchée de toi, intouchée par le trauma, ton moi authentique veut aller. Je parle de ce qui est profondément important pour toi parce que tu sais que c'est ce qui te nourrit, qui t'apporte vraiment ce sens d'accomplissement, de la sérénité, une joie authentique, profonde. Je parle pas de tous les objectifs qu'on se fixe dans la vie et qui sont en réalité des stratégies d'adaptation pour dépasser notre faible estime de nous. C'est pas de ça dont je parle. Donc l'auto-sabotage, c'est tout ce qui nous éloigne de nos désirs et de nos objectifs profonds. Et tout ce qui a de l'importance requiert qu'on y travaille. Tout ce qui a vraiment de l'importance requiert qu'on grandisse, qu'on sorte de la contraction pour aller vers l'expansion, qu'on fasse des choses qu'on n'avait jamais faites avant, qu'on ait le courage d'écouter notre intuition, ce feu là dans l'estomac qui s'allume dès qu'on y pense. Et c'est comme ça que tu sais ce qui est important. C'est comme ça que tu sais que c'est un désir du self. Et généralement, c'est quand on se connecte à ça qu'on va expérimenter la plus grande résistance. Et qu'on peut se retrouver comme le hamster dans sa roue dans le cycle de l'auto-sabotage. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être la procrastination qui nous évite l'échec. Ça peut être le perfectionnisme. Ils s'aiment bien, généralement, ces deux-là, ils vont ensemble. La destruction de relations. Ça peut être le fait de se plaindre, de rejeter la faute sur les autres, sur les circonstances extérieures. L'incapacité à faire confiance aux autres alors qu'on aurait besoin de soutien.
Ça peut être fixer des attentes qui sont pas du tout réalistes pour se mettre tout de suite en échec, en fait, et puis pas commencer. Ça peut être le besoin de tout contrôler, d'anticiper, s'inquiéter tout le temps qui nous donne un faux sentiment de contrôle. Ça va être aussi tout ce qui va continuer à nourrir la faible estime de nous. Le syndrome de l'imposteur, écouter sa critique intérieure dès qu'elle se met en marche, se comparer aux autres. Ça va être aussi le fait de ne pas respecter ses limites. Parce que si je ne respecte pas mes limites, j'ai plus d'énergie pour ce qui est vraiment important pour moi. Les distractions constantes. Big one, celle-là aujourd'hui. Big one, se laisser emporter par le flot de propositions, de distractions qui en fait s'arrêtent jamais. Et jamais réussir à dire non, là ce qui est important pour moi c'est ça. Rester dans ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, tu sais, c'est le fait de penser j'aimerais bien, un peu comme des rêves comme ça qui restent vaporeux, puis des choses qui restent un peu dans les airs comme ça, au lieu de prendre une décision et de s'engager vers ça. Et puis ça va être aussi tous les faux raisonnements qu'on se raconte, du style j'irai à la salle de sport quand j'aurai le temps, j'économiserai quand j'aurai de l'argent. C'est comme dire j'irai à l'hôpital quand je serai en bonne santé. On rigole, mais on en a plein, des faux raisonnements comme ça. Tout ça, ça va être des signes que l'autosabotage est à l'œuvre, qu'il y a des parts protectrices de toi qui disent on va pas par là, on connaît, on a donné, plus jamais. Pour moi, si on veut craquer le code de l'autosabotage, si une telle chose existe, il y a 4 grands endroits où on devrait regarder. Et je veux dire quelque chose ici, j'avais fait un épisode sur l'autosabotage tout au début du podcast, et c'est vraiment cool, bienfaisant même, de voir à quel point ma réflexion a évolué sur le sujet. Donc aujourd'hui, ce que je te partage dans cet épisode, c'est un véritable framework, un cadre, je l'ai vraiment pensé, qui permet de penser efficacement le sujet, je crois. Ça pourrait être le sommaire d'un livre, honnêtement. Ces 4 grands endroits et puis cet épisode de podcast. Donc, 4 endroits où il nous faut regarder. La honte toxique, de façon très surprenante, n'est-ce pas ? L'énergie disponible qu'on a. Je parle de l'énergie physique, j'en parlais. L'absence d'interoception et l'impact de notre environnement primaire. Donc, je vais détailler chacun de ces points. On commence avec la honte toxique. C'est peut-être le point le plus important parce que véritablement, c'est la racine, c'est la cause profonde de l'autosabotage. Et en même temps, je ne vais pas le détailler autant qu'il le mérite parce qu'il y a un épisode entier sur la honte toxique dans cette série, donc je t'y renvoie. Si tu l'as pas écouté cet épisode-là, vraiment, va l'écouter. Donc la honte toxique, pour rappel, c'est quoi ? C'est la honte qui n'a pas d'autre fonction que de nous humilier et qui, au fil du temps, a pour conséquence l'adoption de la croyance qu'on est une mauvaise personne, qu'on est défectueux. Moi, j'aime bien dire qu'on est une pomme pourrie. Et ce que je sens qui est important sur le sujet de la honte en lien avec l'autosabotage, c'est les croyances qu'on adopte une fois qu'on a intégré la honte toxique. Je suis une mauvaise personne. J'y arrive jamais. Quoi que je fasse, ça marche pas. Ça marche pour moi et pas pour les autres. Je gâche toujours tout. Je ne suis pas assez. Et ce que je vais partager ici, c'est vraiment mon expérience, après avoir travaillé avec des centaines de personnes à ce stade. C'est hyper intéressant de voir comme la plupart de ces personnes, quand elles entendent ces croyances, qu'on va les dire comme ça, comme je viens de les lire, comme je viens de le faire, beaucoup ne se sentent pas concernés. Ah non, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je fais de mon mieux, je sais que j'ai réussi des choses dans ma vie. Oui, au niveau conscient, tu sais. Mais ces croyances, elles ont glissé si profondément dans le subconscient et les parts protectrices, elles font si bien leur travail qu'on n'y a même pas accès. Quand je faisais encore des séances individuelles et que j'utilisais la méthode Psyché, je l'utilise encore presque chaque jour pour moi, juste plus en séance parce que c'est pas une modalité de groupe et qu'aujourd'hui je fais plus de groupe pour des raisons que j'ai expliquées dans l'épisode 84 du podcast, si ça t'intéresse. Bref, ce que je faisais, c'est quand j'avais une personne qui venait à moi parce qu'elle voulait changer un comportement, parce qu'elle était rongée par l'anxiété dès qu'elle pensait à aller vers ce qu'elle voulait vraiment, ou qu'elle travaillait super dur pour ses objectifs mais qu'il n'y avait pas vraiment de résultats, ou que les choses aboutissaient jamais. Vous savez, quand on pédale dans la semoule comme ça, je faisais le travail de reprogrammation de ces croyances avec elle. Ces croyances qui peuvent sembler tellement simples, et puis c'était très intentionnel de ma part de partir de ces croyances très très simples. Je suis une bonne personne. J'y arrive. Quoi que je fasse, ça marche.
Si ça marche pour les autres, ça marche pour moi. Donc toutes celles que je viens de dire, là, on les renverse et on fait ce travail de reprogrammation. Et ces croyances, elles peuvent sembler si simples et si basiques, mais pourquoi ? Parce qu'elles sont si jeunes, en fait. Et je crois que on sous-estime l'impact de venir travailler à ce niveau-là, de reprogrammer ces croyances-là. On veut tout de suite partir dans des choses très complexes, alambiquées et tout ça, alors que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me touche profondément parce que moi, j'ai été cette personne qui voyait ses accomplissements, j'étais consciente des prix, des reconnaissances que j'avais gagnées, d'être toujours première de la classe au lycée, deuxième de ma promo en master, même avec ma première entreprise qui n'a pas abouti, mais on avait gagné plein de prix en France, en Allemagne. Il y avait tout ça. Et pourtant, quand il s'agissait de moi, de ce que moi je voulais vraiment, je le sabotais. Dans mes relations, dans ma santé, dans la relation à mon corps. Ma principale façon de le faire, moi, l'auto-sabotage, c'était de faire passer tout ça en dernier. Tout ce que je voulais vraiment, hop, c'était les miettes. Je me donnais les miettes de mon temps. Et sans jamais réussir à inverser les priorités. Et je dis vraiment réussir parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment ce sentiment d'être empêché par une force invisible. Et je me souviens, quand les personnes me disaient « Mais qu'est-ce qui t'empêche de ralentir ?» Ou que mon compagnon, il me disait « Qu'est-ce qui t'empêche de passer la soirée avec moi là sans être sur ton ordinateur ? Tu m'as dit que t'avais fini pour aujourd'hui et qu'il n'y avait plus rien d'urgent. » J'étais hyper agacée et je répondais « Je sais pas ce qui m'en empêche, je peux pas, c'est tout. » Donc, je suis sûre que toi qui m'écoutes, peut-être pour certaines choses, ça t'arrive de ressentir ça. Je peux pas, c'est tout. Et il y a tellement d'impuissance là-dedans, d'agacement envers soi, de frustration et puis d'impuissance. C'est pour ça que le travail avec les parts de nous qu'on fait dans mon programme Arise, ça a été une telle révélation pour moi et ça avait tellement de sens parce que d'un coup, je pouvais sortir de l'impuissance. Je pouvais dire, ok, je sais pas là, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une part de moi qui m'empêche. Donc je vais aller lui demander ce qui se passe. Et juste ce passage, en fait, c'est cette perspective de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir aller interroger à l'intérieur de moi, ça m'a permis de sortir de l'impuissance à tellement de moments. Et puis ensuite, avec ces informations, bien sûr, si on va plus loin, de pouvoir identifier ce que cette part ou ces parts de moi croient et qui est peut-être plus vrai aujourd'hui, et souvent qui n'est plus vrai aujourd'hui, et de pouvoir faire la mise à jour dans mon système, d'aller leur parler, de leur dire que je suis adulte, qu'elles sont en sécurité, etc. Et ça, c'est des choses qu'on apprend à faire dans le programme aussi. Et puis ensuite, bien sûr, avec ces informations, de pouvoir identifier ce que cette part, ces parts de moi croient, et qui est peut-être plus vrai aujourd'hui, qui souvent n'est plus vrai aujourd'hui, et de pouvoir faire la mise à jour dans mon système, d'aller leur parler, leur demander voilà, de quoi elles ont besoin, leur redire que je suis adulte, qu'elles sont en sécurité. Ça, c'est des choses qu'on apprend à faire dans mon programme Rise. Et aujourd'hui, c'est super beau parce que ça, c'est devenu un réflexe pour moi. Quand je veux aller vers quelque chose de grand, comme quand je veux passer un niveau, quelque chose qui est important pour moi, et si l'auto-sabotage est à l'œuvre, ces niveaux qu'on passe dans la vie, ça paraît toujours une montagne en fait. Moi maintenant, j'ai vraiment le réflexe de me demander, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour y arriver ? Quelle part de moi est-ce que j'ai besoin d'avoir à mes côtés ? Quelle part de moi j'ai besoin d'avoir dans ma team, dans mon équipe pour aller vers ça ? Et c'est tellement efficace de faire d'abord ce travail-là sur les parts et puis sur les croyances, et puis ensuite, voilà, tout est tellement plus fluide. Et ce que je fais aussi, c'est faire attention soit à ne pas mettre du tout de timeline, soit une timeline réaliste en fonction de l'objectif. Parce que je crois que ça, c'est une des plus grandes formes d'auto-sabotage. Je l'ai cité dans la liste. Les attentes complètement irréalistes, absurdes, voire même parfois absurdes, qui font qu'on commence jamais. Si t'es entrepreneur et que je te dis « t'as 2 semaines pour avoir tes 3 premiers clients », tu vas paniquer. Si je te dis, t'as 2 mois pour avoir tes 3 premiers clients, ça va déjà aller mieux. Si tu te dis, c'est la même chose, si tu te dis, j'ai 2 mois pour perdre 5 kilos, tu vas paniquer. Si tu te dis, j'ai 6 mois pour perdre 5 kilos, ok, facile. Combien de fois on se sabote juste en fixant des timelines qui sont absurdes ? Et ça, c'est un point sur lequel je coach énormément dans mon programme Arise, parce que c'est essentiel d'enlever cette pression du temps. Notre système nerveux ne répond pas bien du tout aux timelines
pas bien du tout à la pression du temps et pas bien du tout à la pression de façon générale. Je reviens à la honte toxique. Pourquoi je dis que c'est la racine de l'autosabotage ? Le raisonnement, il est tellement simple que ça va te faire sourire. Les mauvaises personnes ne méritent pas de bonnes choses. Le raisonnement, c'est ça. Or, je l'ai dit, l'autosabotage, il est à l'œuvre quand on veut quelque chose qui est important pour nous, qu'on estime bon pour nous. Si je crois que je suis une mauvaise personne, donc que je ne mérite pas, que j'y arrive jamais, que je gâche toujours tout, que les autres y arrivent mieux que moi, etc., je vais même pas y aller, en fait. C'est cette force invisible dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est ce qui se joue en nous au niveau subconscient, bien sûr. Et aujourd'hui, on sait que le subconscient, c'est 95% de nos décisions. Au printemps, il y aura une série entière sur le conscient, l'inconscient, la mémoire implicite, explicite dans le podcast, parce que je pense que c'est vraiment des concepts importants et qui sont fondamentaux quand on parle de trauma et d'anxiété. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet du subconscient. J'arrive maintenant à mon deuxième point, qui est l'énergie disponible. Et il y a une transition parfaite avec la honte toxique, puisque la honte, c'est une émotion dans laquelle il y a beaucoup d'effondrement. Autrement dit, une émotion qui est souvent dominée par l'état dorsal de notre système nerveux autonome. Si tu visualises quelqu'un qui a honte, la personne, elle veut se cacher, elle est recroquevillée, voilà, c'est les épaules basses, il y a cette posture d'effondrement. La prochaine fois, regarde autour de toi dans le métro et regarde le nombre de personnes qui sont de façon chronique dans cet état d'effondrement. Le dos courbé, les épaules qui tombent, le regard vers le bas. Quand on commence à y porter attention, c'est vraiment hyper frappant. Or, on sait que dans l'état dorsal, il y a très peu d'énergie disponible. Et ici, c'est à nouveau simple. Moins j'ai d'énergie disponible, plus faire les choses est difficile. Tout simplement au niveau physiologique, énergétique, biologique. Et je crois que ça, c'est une raison physiologique qu'on oublie trop souvent. L'impact de l'effondrement ou du figement chronique, qui sont deux états dans lesquels l'énergie dorsale est présente, l'impact de ces états-là sur la personne. Si je suis dans ces états-là, j'ai très peu de capacité, très peu de choix, très peu de potentiel, très peu de puissance d'action, voire pas du tout. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui baignent dans la honte toxique depuis l'enfance, qui ont grandi dans des environnements peu favorables, voire carrément défavorables. On sait aussi depuis l'ACE Study, cette grande étude qui a été faite sur le lien entre le trauma et les maladies plus tard dans la vie, on sait que ces personnes, elles sont beaucoup plus susceptibles aux maladies, que tout leur métabolisme est au ralenti et que littéralement, leurs cellules ont beaucoup plus de mal à produire de l'énergie. Et puis sur ce point de l'énergie disponible et de ce qui va drainer notre énergie, il y a l'environnement moderne qui n'aide pas. Ici, on pourrait rester en surface, et voilà, bien sûr, la surface, c'est ce que tout le monde sait. Tout le monde sait que quand tu as des grands projets pour toi-même, les distractions constantes qui nous seront offertes à portée de main, littéralement, avec nos téléphones, c'est autant d'obstacles aux actions qui vont vraiment faire avancer le projet et te faire avancer vers ce que tu veux. On pourrait juste dire ça, déjà, juste sur l'impact de l'environnement moderne sur notre énergie. Mais je trouve ça intéressant d'aller un petit peu plus loin et de s'intéresser au sujet de la dopamine là-dessus. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est un peu le chimiste de la joie. Elle est impliquée dans le mouvement, elle est impliquée dans la motivation, dans le plaisir, dans la récompense, la dopamine. Et ce dont il faut avoir conscience, c'est que quand on s'engage dans des activités qui activent très rapidement notre circuit de la récompense, donc comme manger des aliments remplis d'exhausteurs de goût, de sucre, qui sont conçus pour ça, qu'on fait des jeux sur son téléphone, qu'on scrolle sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça nous fait dépenser de la dopamine. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, on dépense plus de dopamine qu'on en produit. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que quand on a moins de dopamine, toutes les activités qui demandent davantage de concentration, de présence, d'implication physique, d'effort, auront tendance à nous sembler insurmontables. Il y a plein d'études sur ce sujet, notamment une de 2023 de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. J'arrive jamais à dire Hopkins, Johns Hopkins aux États-Unis, qui montre, alors ils nous disent dans l'étude, qui montre que la dopamine semble jouer un rôle important dans la raison pour laquelle l'exercice et d'autres efforts physiques semblent faciles pour certaines personnes et épuisants pour d'autres. Donc là, dans cette étude-là, ce qu'ils ont étudié, c'est pourquoi ça semble super facile pour certaines personnes de faire du sport et pour d'autres, ça semble insurmontable.
Et la réponse dans l'étude, c'est la dopamine. Et sans avoir besoin d'études scientifiques pour nous le confirmer, la plupart d'entre nous, on a déjà vécu ça. Être tenu, occupé, stimulé pendant des heures sur les réseaux, par exemple, à scroller ou passer d'une page à l'autre et tout ça, et puis finir épuisé au point de ne plus pouvoir se concentrer sur les tâches qu'on s'était promises de faire. Ça nous stimule dans le moment, mais en fait, après, on se sent complètement drainé. Donc, comment est-ce qu'on rééquilibre ça ? En s'engageant dans des choses beaucoup plus profondément satisfaisantes, comme apprendre des nouvelles choses, se challenger intellectuellement, s'engager dans des relations nourrissantes, même cuisiner un bon plat, les activités qui font appel à nos sens, okay, comme jouer de la musique, un massage, l'activité physique, le sport, bien sûr. Et ça, je crois que s'il y a une partie de ce sujet où la volonté joue un rôle, le mindset, c'est ici. Avoir conscience de ce qui est à l'œuvre et prendre vraiment la décision de poser des limites quant aux distractions multiples et incessantes qui nous sont proposées. Sans parler du fait que les téléphones portables, c'est terrible pour la santé mentale. Mais je ne vais pas ouvrir le sujet ici. Et pour rester sur le sujet de l'énergie disponible, il y a aussi bien sûr l'impact de notre mode de vie, de l'alimentation aussi. J'en avais parlé avec Delphine Birkel dans la série Santé mentale optimale, c'est l'épisode 91. Elle nous rappelait l'importance d'avoir suffisamment de protéines pour que tout ce qui doit se faire en termes de neurotransmetteurs puisse se faire, puisque les acides aminés qui viennent des protéines sont des précurseurs des neurotransmetteurs. Donc je rappelle ça ici en lien avec la dopamine dont je viens de parler, qui est un neurotransmetteur. Et puis, de façon plus générale, voilà, c'est faire attention au fait que notre mode de vie permette à tous nos systèmes de fonctionner correctement et à nos mitochondries de produire de l'énergie. Donc notre mode de vie, c'est le sommeil, l'alimentation, le mouvement, le contact avec la nature, la qualité de nos relations. J'ai pas besoin de rappeler ça ici. Et ce point de l'énergie, il est particulièrement important parce que cette production d'énergie, on le sait aussi qu'elle est perturbée quand il y a eu trauma. Perturbé vraiment au niveau cellulaire, au niveau de la mitochondrie. Ça, j'en parle dans la série sur la biologie du trauma, ici dans le podcast, qui commence à partir de l'épisode 56. Donc série qui s'appelle La biologie du trauma, épisode 56. Les deux prochains sujets dont je vais parler, ils sont liés. C'est l'absence d'interoception et l'impact de notre environnement primaire. Ça, ces deux points-là, ils parlent de quand on n'a pas eu de modèle de fierté saine, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de nous. Je m'explique. On commence avec l'absence d'interoception. Pour la plupart d'entre nous, on a ce besoin constant d'aller chercher la carotte, la récompense, la félicitation, la bonne note, la validation à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on voit toutes ces applications où tu rentres combien d'eau t'as bu et puis ça remplit des petits ronds. On gamifie tout. Même la pratique de la méditation, ton application te dit « Bravo, ça fait 28 jours que vous méditez sans interruption. » Et donc toi, tu vas faire ta méditation pour pas interrompre la continuité et continuer d'avoir le message de félicitations. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est que de ressentir le bien-être que procure l'accomplissement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La plupart d'entre nous ne savent pas à quoi ça ressemble les sensations d'une fierté saine, pour eux dans leur système. Et pourquoi ? Parce qu'on leur a jamais demandé. Qui avait des parents qui demandent à leur enfant, après le championnat qu'il vient de gagner, « Ah, c'est magnifique, comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait pour toi ?» C'est plutôt « Ah, génial, on va aller fêter ça, qu'est-ce que tu veux ?» Et on saute à nouveau dans la récompense extérieure. Et ici, c'est la faute de personne, c'est profondément culturel en fait. C'est inutile de pointer du doigt nos géniteurs, tout le monde fait ça. Même chose à l'école, on n'est pas dans la satisfaction intrinsèque d'avoir réussi, d'acquérir des connaissances, de faire mieux que la fois d'avant, de s'améliorer. On le fait pour la note ou pour battre son voisin. Parce que c'est ça qu'on nous a transmis, c'est ça que le système nous transmet de façon implicite ou explicite. Mais le truc, c'est que plus tard dans la vie, ça continue. Et si on n'a pas cette carotte, c'est très difficile pour nous de nous mettre en chemin vers ce qu'on veut vraiment. Et c'est même difficile de se connecter à ce qu'on veut vraiment parce qu'on n'y a jamais été encouragé. Et je crois que ce qui complexifie encore un peu les choses ici, c'est que quand on parle de ces vrais désirs profonds, dont je parle depuis le début, ceux qui viennent du self, c'est pas forcément des choses 100% palpables. Par exemple, si je dis
je veux être libre, je veux vivre ma vie selon mes conditions. Le felt sense de ça, il nous est inconnu, en fait. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ou me sentir pleinement satisfait, ou me sentir épanoui, dans les sensations concrètement. Et je reviens justement sur ces sensations, sur ce concept de felt sense, parce que c'est une expression de Peter Levine, cette expression. En français, on pourrait traduire par ressenti corporel. Peter Levine, il nous dit que ce ressenti, il fait office en quelque sorte de médium grâce auquel on fait l'expérience d'une pleine sensation et donc on fait l'expérience de la connaissance de nous-mêmes. Et il nous dit aussi que ce ressenti, il implique une forme de mémoire du corps. Et pour la plupart d'entre nous, c'est là où il y a le problème, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas de mémoire corporelle de fierté saine. Parce qu'on ne nous l'a jamais demandé, parce qu'on n'y était pas encouragé, parce qu'on n'était pas encouragé même à connecter à nos désirs profonds, et aussi parce que on a manqué, pour la plupart d'entre nous, d'un modèle de fierté saine. Et ça m'amène à mon 4e point, qui est l'impact de notre environnement. Moi, si je pense à la fierté, ce qui me vient tout de suite, c'est comme c'était toujours pris pour de la vanité. Et du coup, c'était écrasé, c'était crushé aussitôt. Il faut pas se vanter, il faut pas que les autres voient ton succès, il faut pas attirer la jalousie. Ça, c'est vraiment les messages que j'ai reçus, par exemple. Ça, c'est mon expérience, mais je la partage parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et ce qui s'est imprimé en moi, c'est si je réussis, je dois me cacher. Et j'ai mis du temps à prendre conscience de ça et à réaliser ça. Autrement dit, ce qui a été couplé dans mon système, c'est la réussite et la honte. J'ai été câblée à l'envers, en fait. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je commence ce travail sur les traumas, sur le système nerveux, câblée complètement à l'envers. Réussite égale honte. On devrait être fier quand on réussit. Ça, c'est la réaction saine. Si j'ai accompli quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur ou pas dur, peu importe, j'ai réussi quelque chose, on devrait être fier. Et c'est fou parce que si tu cherches la définition de fierté dans le dictionnaire, alors il y a des définitions littéraires qui désignent cette fierté saine, mais le reste des définitions entretient cette confusion, ou plutôt cette absence de distinction. On nous dit caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, pour la fierté. Attitude arrogante. What? Il y a urgence ici à créer un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est celui de la fierté saine. La fierté saine, c'est un ressenti qui part du corps, qui n'a même pas besoin d'être exprimé à l'extérieur, en fait, si on n'a pas envie de le partager. La fierté saine, c'est un sentiment élevé de soi, un ressenti qui nous fait dire « je suis digne ». Alors, en fonction de chacun et chacune, là-dedans, il peut y avoir de l'exaltation, il peut y avoir une joie profonde, il peut y avoir un calme, une confiance, il peut y avoir de l'enthousiasme pour ce qui a été accompli, et puis de la confiance en l'avenir aussi. Et tout ça, ça se traduit par des sensations dans le corps, qui seront uniques pour chacun et chacune d'entre nous. Et peut-être que d'ailleurs, juste en m'entendant parler, peut-être tu le ressens pas encore, mais dans ton corps, tu peux imaginer à quoi ça pourrait ressembler comme ressenti. Cette fierté saine. Et je crois qu'on doit le partager, ça. Qu'on doit l'incarner d'abord, et puis le partager, donner l'autorisation aux personnes qui nous entourent de se sentir fiers, et de le partager avec nous aussi. Parce que la fierté saine, c'est l'antidote à la honte toxique. C'est quelque chose qu'on explore en profondeur, ça, dans mon programme Rise. Encore une fois, parce que c'est la racine de tout. Et il n'y a qu'en créant ce nouveau paradigme, en connectant à la fierté saine, qu'on va pouvoir inverser la tendance, qu'on va pouvoir mettre fin à l'épidémie de honte toxique qui vient du trauma et qui est à la racine de l'autosabotage. Qui fait que la plupart des personnes ne s'autorisent même pas à se demander « qu'est-ce que je veux vraiment ? Quels sont mes désirs profonds ?» Parce qu'il n'y a même pas d'interoception. L'interoception, c'est la perception de notre intérieur. Il n'y a pas de felt sense à cet endroit-là, elles ne sentent pas. Mais pourquoi elles ne sentent pas ? Parce que c'était pas sûr, c'était pas safe de ressentir. Il fallait s'adapter pour pouvoir continuer à se développer dans un environnement qui ne nous acceptait pas dans la totalité de qui nous sommes. Et alors, quant à accepter nos désirs profonds, c'était une autre dimension complètement inexistante. Mais maintenant, ça c'est terminé quand on est adulte. Et on doit prendre la décision que c'est terminé. Fini la honte toxique qui nous fait nous cacher, fini l'auto-sabotage dès qu'on aimerait aller vers les choses qui nous nourrissent profondément et qui sont importantes pour nous.
fini de donner la priorité à tout le reste, sauf à ça, parce que ça nous permet de nous distraire et de rester dans notre zone familière. Je dis familière, hein, j'ai pas dit notre zone de confort, parce que pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas confortable du tout, cette zone-là. Ça, c'est terminé. Et je t'invite à prendre la décision forte que c'est terminé. Là, à la fin de cet épisode. Et on arrive sur la fin, et je vais résumer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que je t'invite à réécouter cet épisode et à décider d'identifier les croyances qui sont nées de la honte pour toi, à décider ce que tu vas faire pour les changer. Tu vas décider de donner la priorité au fait de soutenir tes mitochondries, d'aller vers la santé optimale pour avoir de l'énergie, pour faire ce que tu veux vraiment, d'explorer les sensations qui sont présentes quand tu accomplis quelque chose et de t'autoriser, de donner l'autorisation aux autres aussi, de se sentir fier, de te permettre d'expérimenter dans le corps cette fierté saine. Imagine ça. Imagine un monde comme ça. Et on peut le créer, ce monde-là. Et si tu es prête à travailler sur tout ça, rejoins la liste d'attente de mon programme Arise. Ce serait une joie immense d'être dans ton équipe, d'être dans ta team, sur ce chemin-là, sur ce grand beau chemin qu'est le chemin de la guérison. Et en attendant, je te souhaite une belle exploration. Merci pour ton écoute et on se dit à très vite dans Pas de soucis.